Voilà pour cette là. Et maintenant, je vais lancer mon tableau blanc. Alors, encore une fois, hein, si vous êtes connecté avec la même adresse que votre connexion sur le Meet, sur la vidéo, vous pouvez y avoir accès. Ici, a priori, j'ai 29 personnes dans le groupe, mais j'ai un accès que pour 22 personnes. Si vous n'y avez pas accès, ben, je suis désolé. C'est juste des soucis que je ne peux pas forcément régler tout de suite. Voilà. Hop. C'est parti pour notre petit jam. Vous avez le nom de fichier si vous voulez accéder au fichier, pouvoir réagir et interagir. Hop, je vais le présenter. Voilà, donc je pense que tout le monde le voit à l'écran. Je vois que certaines personnes s'y connectent. Pas de souci, je vais pouvoir commencer. Mais donc, si on ne se connecte pas, c'est pas grave, parce que si on est sur l'ordinateur. Non, c'est pas très grave, ne vous inquiétez Okay. pas. Vous visualisez simplement, vous ne pourrez pas interagir, mais vous pouvez aussi me parler, il n'y a aucun souci. Hein. D'accord. Alors, je vais vous soumettre le cas petit à petit. On va permettre de le regarder ensemble. Hop. Donc, c'est l'affaire Danone. Suite à un règlement européen interdisant la mention bio sur les produits n'étant pas issus de l'agriculture biologique, le célèbre yaourt bio de Danone doit changer son nom. Alors, je pense que peut-être vous le connaissez, puisque ici, alors peut-être les yaourts, vous les connaissez hein, aujourd'hui. On va s'en faire un petit truc là comme ça. Hop, normalement je devrais pouvoir retrouver une photo. Voilà, les yaourts Activia s'appelaient avant des yaourts bio. Est-ce que je vais réussir à copier cette image? Copier l'image, là. Voilà, donc ces yaourts-là, avant, s'appelaient des yaourts, la marque, enfin le nom, d'accord, c'est l'entreprise qui commercialise la marque, c'est Danone, pardon, et la marque du yaourt s'appelait Bio. Mais un règlement européen est intervenu et a fait changer le nom en non plus Bio, mais Activia. Voilà un petit peu pour la problématique de notre cas. Donc ici, on avait des yaourts avant, que je vous rappelle, qui s'appelaient bio. Donc la ligne bio avait reçu un bon écho auprès des consommateurs. Et malheureusement, il a fallu changer le nom à cause de cette directive européenne. Et ça, on n'a pas le choix, il fallait le faire. Alors, à votre avis, pourquoi la Commission européenne a demandé à ce que les produits qui n'étaient pas issus de l'agriculture biologique ne portent pas la marque bio? Parce que ça porte à confusion. Voilà, exactement. Simplement parce que, effectivement, dans l'esprit du consommateur, on risque d'induire une certaine confusion. Voilà, pour ne pas. Alors, on n'est pas tellement en termes de publicité, hein, puisque je ne vous dis pas le yaourt est bio. Son nom, c'est bio. Mais je ne vous dis pas le yaourt est bio.
Mais en plus, ils ont joué aussi sur... Ça trompe encore plus parce qu'ils ont joué aussi sur la couleur. Exactement. Le vert, C'est le but. Alors, c'est pas forcément trompé, d'accord? C'est pas forcément trompé, mais c'est le. Ici, il n'y avait pas d'intention, puisqu'avant, c'était autorisé. Hein, avant cette réglementation européenne qui date des années 90, hein, c'était pas il y a tout de suite, c'était pas hier, mais cette réglementation européenne qui a mis un peu de temps pour se mettre en place en France, ici, on avait quelque chose qui était vendu sous le nom de marque bio, c'était pas interdit. Bon, on vantait les bienfaits du yaourt sur la santé, sur le corps, etc. Obligatoirement, bah, qu'est-ce que vous remarquez? On utilise la couleur vert, bio, la nature, etc. Donc, clairement, il y avait une démarche volontaire, mais qui n'était pas forcément celle de tromper, puisque là, peut-être qu'on se met un peu de confusion dans l'esprit du consommateur, mais il n'était pas indiqué ce produit est un produit bio. Il était indiqué simplement le nom du produit, c'est bio. On est d'accord que ça pose un problème de confusion. Mais quant à la légalité du nom, on n'avait pas de souci là-dessus. D'accord. Excusez-moi, mais on est sur quel TD? Parce que la semaine, vendredi dernier, je crois, quand on vous a eu, on n'avait pas fini le TD en question, donc je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est là. Si, le vendredi dernier, on avait terminé le questionnaire. Il y avait 3 exercices dans le. Vous me confirmez, parce que des fois, j'avoue que je peux confondre. Hein. Oui, je ne sais pas si c'est Guéna ou Bassement votre prénom, mais en tout cas, on me confirme qu'on l'avait bien terminé. Et pour mémoire, il y avait 3 questions. Une question où on avait un article où on devait donner si les affirmations étaient vraies et étaient fausses. Une question sur un groupe de diététiciens qui entrevoyaient d'ouvrir un snack bio au centre de Toulouse, et une question sur un questionnaire qu'on nous demandait de critiquer en termes de points positifs et points négatifs. Si, il me semble bien qu'on avait terminé. C'est Mina qui me pose la question? Ouais, c'est moi. Bah, ok, bah, je pensais que. Bon, Bon, bah, ok, d'accord. vous Merci. visionnerez la vidéo, vous verrez. À mon avis, je pense que si on ne l'avait pas terminé, il faut me le dire, mais à mon avis, je crois qu'on l'a terminé. Hein. Donc là, on est sur le TD qui est normalement dans vos cours, c'est la politique produit. ah, mais on l'a pas en fait le TD. En fait, on a le cours et quand on va tout en bas du cours, il n'y a pas de TD. Vous n'avez pas, c'est normal, puisque le TD, on le fait ensemble. C'est normal que vous le TD, vous ne l'ayez pas. Parce que comme j'ai remis que le cours cet après-midi, je ne pouvais pas vous mettre le TD et vous dire, bah, allez-y, faites-le, c'est pour ce soir. D'accord. Donc c'est donc c'est la normal. politique produit. D'accord. Le cours, c'est la politique produit, mais le TD, effectivement, il n'y a pas de TD attaché à ce cours. Ok. C'est bon pour tout le monde? Donc il a fallu Oui, merci. absolument pour Danone de réinventer une marque, réinventer un produit qui lui donne les mêmes avantages en termes. Quelle est votre question, Cécile? Non, en fait, c'était un constat. Euh, l'emballage du yaourt bio était déjà vert. Oui, ça, bah, évidemment. Ici, la seule. Ils n'ont rien changé, en fait. Ils ont juste changé bio et devenu Activia, c'est tout. La seule problématique, c'était pas changer le packaging, d'accord? Non, mais j'ai cru que vous disiez qu'ils avaient joué sur la couleur vert. Oui, j'ai dit ça. C'était pareil avant. Enfin, c'était pareil, bah, c'est oui. pas grave. Le changement, il a eu lieu que dans le nom. On est d'accord. Le packaging il reste identique. La police d'écriture relativement simple est restée identique. Les couleurs qui sont utilisées, les couleurs très naturelles entre le blanc, le vert, sont restées identiques. Et là, parce que eux, la seule obligation qu'ils avaient, c'était de modifier le nom. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous. Le nom est resté, le packaging est resté identique et seul le nom a changé. D'accord. Aujourd'hui, pour vous donner quelques petites informations sur ça, je vais vous les noter quand même. Hop.
Aujourd'hui, on vend à peu près 840 millions de pots de yaourt dans le monde, au niveau européen, pardon. Il y a 840 millions de pots de yaourt à l'année qui sont vendus au niveau européen, ce qui représente à peu près 17 kilos de yaourt par an et par personne. Donc vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Euh, Chaque Européen consomme 17 kilos. Alors, Danone, quelle est votre question Bonsoir. Mon question, c'est marque de Danone ou vous parlez en général tout Alors, le marque? okay. Comment on appelle une entreprise une entreprise peut distribuer plusieurs marques, d'accord? Danone, c'est le fabricant. La marque Danone existe aussi d'ailleurs, hein, d'accord? Oui, voilà, Myriam me dit c'est un groupe. Oui, c'est un groupe. Vous remarquerez que le même groupe peut commercialiser plusieurs marques. Vous irez voir tout ce que possède Coca-Cola. Et vous serez étonné, je vais juste faire une petite... on peut aussi discuter de ça. Hop, on va regarder les marques du groupe Danone. Les marques. Monsieur, j'ai une question. Oui, je vous écoute. Une question. Est-ce que ça, vous allez nous l'envoyer ou pas? Oui. Ok. Non, avec un O. Voilà. Alors, je regarde les principales marques du groupe Danone. Alors, par exemple, Actimel, c'est du Danone. Il y a des marques un peu moins. Bon, Activia, on vient de le voir. Evian, c'est Danone. Volvic, c'est Danone. À quoi vous comprenez peut-être moins. Je regarde les marques les plus connues. Danino, Alpro, Silk. Enfin, voilà, vous tapez sur Internet quelles sont les marques du groupe Danone et vous allez avoir une trentaine de marques qui sont spécialisées, qui sont distribuées par Danone. Et si on regarde les marques du groupe Coca, je sais que là aussi, les marques du groupe Coca-Cola. Voilà. En tout cas, il n'y a pas Fanta ou un truc comme ça. Voilà, d'ailleurs, en plus, quand vous allez au fast-food, quand il y a Coca, il y a soit Fanta original et quand il y a Pepsi, il n'y aura pas Coca ni les marques que font Coca. Il y a un truc comme ça. Voilà, exactement. Vous avez sans doute raison, puisque par exemple, voilà, Fanta, c'est une marque de Coca-Cola. Minute Maid, c'est une marque de Coca-Cola. Tropico, c'est une marque de Coca-Cola. Sprite, c'est une marque de Coca-Cola. Power, je ne sais plus quoi, c'est une marque de Coca-Cola. Fusti, c'est une marque de Coca-Cola, etc., etc., etc. Aujourd'hui, Coca-Cola possède à peu près 180 marques. Alors, deux façons de posséder une marque, soit vous la créez, ou soit vous la rachetez. Je regarde les autres marques qui seraient plus ou moins... Alors, je sais effectivement que Unilever et Danone sont liés. Lequel appartient à l'autre, je ne sais pas, mais si vous trouvez l'information, je suis prêt, Danone et Unilever. Nestlé aussi. Bon, voilà. Vous voyez que ça répond à votre question. Dès qu'on fait quelques petites recherches sur Internet, on voit bien que tout est plus ou moins lié. Allez-y, Luc, je vous écoute pour votre question. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ouais. J'avais une petite question parce qu'en fait, du coup, on voit qu'il y a des groupes qui ont beaucoup de marques, donc ça fait plein d'embranchements. Mais après, au sein d'une même marque, il y a des déclinaisons de produits encore. Oui. Par exemple, je sais pas, Fanta, Cassis, machin et tout. Du coup, c'est juste une déclinaison de produits ou c'est encore une marque différente en fait? Alors souvent, c'est ce qu'on appelle la profondeur de la gamme. D'accord? C'est que ça sera la même marque,
simplement qu'il va être décliné en plusieurs produits plus ou moins différents. Hein. On a le même sur Coca, hein. Vous avez du Coca-Cola Light, Ouais. vous avez du Coca-Cola Cherry, vous avez du Coca-Cola, enfin, je ne sais pas, toutes les déclinaisons que Coca-Cola peut avoir, mais ça restera a priori la même marque. De toute façon, Ouais, c'est des gammes différentes, en voilà, fait. c'est des gammes différentes. Très bien. Merci Luc pour ta Merci. question. Moi, elle était plus ou moins, elle était très pertinente. En même temps, qu'est-ce qui fait qu'une marque existe? Dites-moi légalement ce qui fait qu'une marque existe. Bah, quand on crée sa société, on va s'inscrire à la chambre des commerces. Du coup, on a notre nom qu'on choisit. En gros, personne ne peut avoir le même. Du coup, après, si on commercialise des produits, eh bien, les produits qu'on aura créés seront associés à notre marque, logiquement. Alors, c'est une bonne réponse, Myriam. Il me manque juste un élément. D'accord? Effectivement, exactement comme alors le dit Guillaume aussi, il me dit voilà, un brevet ou une marque, ça se dépose et c'est protégé. Je suis d'accord. Propriété, c'est la propriété intellectuelle, c'est la propriété du nom, effectivement. Qui s'occupe de ça? Parce que ce n'est pas la chambre de commerce qui va, quand vous allez vous enregistrer, ou même le greffe du tribunal, quand vous allez enregistrer. Voilà, exactement, Cécile. C'est l'INPI, l'Institut national de la protection de la propriété intellectuelle. C'est cet organisme qui va recueillir votre demande de dépôt, d'accord? Et à partir de là, va protéger alors les marques, les créations, les modèles, les dessins, les noms, mais même la musique, les écrits, etc., etc. C'est l'INPI qui est chargé de s'occuper de cette protection. Est-ce que j'ai le droit, moi, d'appeler un yaourt Activio, par exemple? Bah oui, Bah oui. pourquoi pas. Bah non, ça ressemble vraiment. Ils peuvent déclarer ça comme du plagiat. Oui, mais du coup, il y a tout le monde qui fait ça. Toutes Cola, les c'est marques font des Coca? trucs similaires. Effectivement. Bah non, pourtant, ça existe. Alors, bien sûr, ça reste à l'appréciation des juges, évidemment, puisque une fois que, imaginons que je crée un yaourt Activio, que j'utilise la même police d'écriture, les mêmes couleurs, ou très proches, parce que bien souvent les couleurs, elles sont aussi déposées, la façon de fabriquer les couleurs est aussi déposée de façon à ce que quelqu'un ne pique pas la couleur. D'accord? Si j'utilise la même police d'écriture, que j'utilise un packaging relativement proche et que j'appelle mon produit Activio, on va dire que là, j'ai carrément, je fais de l'imitation, d'accord? Et l'imitation, c'est de la concurrence déloyale. Donc, je n'aurais pas d'utiliser Activio avec tout ce que je vous ai dit à côté. Après, on voit l'exemple, quelqu'un a parlé de Coca-Cola. Il y a la marque Cola qui doit exister, je crois. Et Coca-Cola, bon, c'est assez proche, même si ce n'est pas aussi proche que Activia et Activio. Mais on utilise peut-être pas la même police d'écriture. Et là, voilà, le fait d'utiliser la notoriété de quelqu'un d'autre, voilà, pose un souci de concurrence déloyale. Alors ici, Coca-Cola et Cola, a priori, c'est passé, puisque ça existe sur le marché, d'accord? Donc, certainement que au moment où Coca-Cola est sorti, Coca-Cola a tout de suite fait un procès à Cola, que Cola a sans doute gagné. Et on a dit, bah non, c'est pas vraiment de l'imitation, parce qu'on n'est pas sur un produit similaire, exactement, mais on n'utilise peut-être pas tous les mêmes procédés que Coca-Cola. En tout cas, Cola existe, et donc c'est qu'ils ont bien la possibilité de le faire. Monsieur, Bon, alors, oui. j'ai une question. Si par exemple, vous prenez votre nom, vous avez dit la Activio, vous prenez la même police, couleur vert, mais que c'est un autre produit, que c'est pas un yaourt, par exemple, c'est, je sais pas, du fromage. Est-ce que ça peut passer le fait que c'est pas le même produit ou... A priori, oui. Je pense que, puisque je commercialise pas le même produit, je fais pas concurrence. D'accord? Alors certes, comme l'a dit, je ne sais plus qui, peut-être Françoise, je vais aussi profiter de la notoriété, donc peut-être sur ce plan-là, ça pourrait être encore répréhensible, d'accord? Mais a priori, moi je dirais que si j'utilise pas, si je fabrique pas le même produit, ça peut ne pas poser de souci.
D'autres questions? D'autres idées par rapport à ça? Après, je pense que... Est-ce que le goût a un impact dessus enfin, ou dans ce genre de débat, il y a uniquement le packaging qui compte? Alors, sur les problèmes d'imitation, etc., bien souvent, et là, ça ne sera pas une marque qui sera déposée, mais c'est un brevet de fabrication. D'accord? Le brevet de fabrication du yaourt ou de tel produit est certainement déposé et personne ne peut utiliser les mêmes formules pour produire le même produit. Alors, il faut voir aussi que souvent, les marques sont protégées par rapport aussi à un environnement commercial. Par exemple, vous connaissez la marque Pepe Jean? Non. Oui. Non. Bon, oui, mais allez, c'est une vieille hop. marque. Mais... Oh, ouais, c'est bon, hein. C'est une vieille marque. Non, mais... Donc, Pepe Jean, c'est une marque. Au moment où ils ont déposé auprès de l'INPI ou auprès, je ne pense pas que ce soit français, je crois que c'est espagnol, je ne suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est espagnol. Au moment où Pepe Jean a déposé sa marque, il a protégé, c'est anglais, d'accord, il a protégé sa marque sur la fabrication de jeans en Angleterre, par exemple, en Europe et peut-être même dans le monde. Alors évidemment, tout ça, ça a un coût. Si vous voulez déposer une marque, vous allez la protéger géographiquement, c'est-à-dire personne en Angleterre, personne en Europe ou personne dans le monde n'a le droit d'utiliser ce mot, n'a le droit d'utiliser cette marque. Et personne dans le monde n'a le droit d'utiliser cette marque pour fabriquer des jeans, pour fabriquer des jupes, pour fabriquer tout vêtement, par exemple. Et là, à partir du moment où vous protégez votre nom sur une matière particulière et dans un domaine, une extension géographique la plus large possible, là, ça coûte très très cher. Très très cher. Si moi je décide je sais pas moi, de créer la marque Perfect Café, qu'il y a un magasin Perfect Café qui s'ouvre en Allemagne, ça ne me dérange pas, je vais protéger la marque Perfect Café, le nom Perfect Café, qu'en France. Ça va me coûter beaucoup moins cher que si je devais le protéger dans toute l'Europe, même dans tout le monde. Alors bien sûr, il y a un intérêt à protéger cette marque, d'accord? Il y a un intérêt dans le sens où si effectivement le produit fonctionne bien, ensuite, cette marque, elle peut être rachetée par quelqu'un et la possibilité d'utiliser ce nom peut être rachetée et c'est l'objet des transactions. Hein. Allez-y Myriam, je vous écoute. Moi, j'avais une question par rapport au brevet qu'on dépose pour protéger tout ce qui est tout ce qui est invention artificielle, tout ça là. J'avais entendu dire qu'il y avait un certain temps où on pouvait protéger notre idée, et ensuite, en gros, les personnes, elles pouvaient les utiliser. Alors, en fonction de la nature, alors je crois que le nom, c'est pour tout le temps. Vous protégez un nom. Alors, je crois que, je ne connais pas les durées de tête, hein. Mais je crois que le nom, c'est peut-être pour 10 ans, mais c'est renouvelable autant de fois que vous le voulez. Donc, par exemple, je protège, je vais vérifier ça sur Internet hein, très rapidement. Il y a des choses qui sont... Voilà, alors je pense que peut-être même vous voyez pendant 5 ans. Donc, je trouve ça. Votre marque est protégée 10 ans et vous pouvez renouveler cette protection tous les 10 ans. Ça, c'est la protection pour une marque. Donc, on voit qu'une marque peut être protégée à vie et ne pourra jamais être reprise. D'accord ? Ensuite, concernant notamment les procédés de fabrication ou les formules chimiques, on le voit pour...
Je crois que c'est 99 ans. Alors, oui, comme les médicaments, voilà. De tête et de mémoire. Au même titre que les chansons ou des choses comme ça, il me semble que c'est 99 ans. Je vais pas passer trop de temps à rechercher, mais je vous dis oui, on peut protéger pour un certain temps. De temps en temps, ça en fonction évidemment de ce que vous protégez, soit ça peut être à vie, c'est renouvelable, mais à vie, ou soit c'est non renouvelable et avec une durée qui est relativement importante. Et je pense notamment aux médicaments dont la formule est protégée pendant un certain temps. Et au bout de ce temps, et il me semble que c'est 99 ans, je ne vois plus la présentation, oui, je la remets, ne vous inquiétez pas. Au bout de 99 ans, tout le monde peut utiliser le procédé de fabrication. C'est pourquoi vous avez des médicaments génériques qui utilisent la même formule que, je ne sais pas moi, Doliprane, mais qui ne sont pas commercialisés sous la marque de Doliprane, mais ils n'ont pas le droit évidemment d'utiliser le nom, mais ils ont le droit d'utiliser la formule, parce que la formule, c'est tombé maintenant, ce qu'on dit, dans le domaine public. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de l'utilisation, elle a perdu sa protection. Et ça, si ça vous intéresse, je vous donnerai les durées de protection. Je ne les ai pas en tête, mais il me semble bien que c'est 99 ans. Allez, on va continuer un peu sur notre affaire. Monsieur, oui. j'aurais une question avec la question que Mariam elle a posée. Par exemple, la Activia, le fait qu'ils ont changé le nom, est-ce qu'ils doivent repayer pour le protéger dans le monde ou est-ce que le fait qu'il était déjà protégé C'est un autre nom, donc il faudra recommencer, repayer la protection du nouveau nom. Okay. Le nom au départ, c'était bio. On leur a dit, voilà, à cause de la réglementation européenne, vous ne pouvez plus vous appeler bio. Donc, il faut changer le nom. Donc, ils ont choisi Activia. Et à ce moment-là, il faut repayer. Alors, pour ces grands groupes, le prix du dépôt, c'est rien du tout. D'accord ? Alors, même si ça coûte 1 million d'euros, pour Danone qui engrange des milliards et des milliards, ce n'est pas un problème. Maintenant, pour un petit créateur, je ne sais pas moi, demain, vous avez envie de commercialiser un plat, d'accord ? Parce que vous avez une technique de fabrication, vous qui êtes diététicienne, vous avez une technique de fabrication, je ne sais pas moi, à la vapeur, etc., qui fait ressortir des propriétés particulières pour certains ingrédients qui, mélangés entre eux, vont donner une certaine saveur. Vous voulez protéger votre recette, vous allez déposer à l'INPI votre recette, de façon à ce que, et lui donner peut-être même un nom, de façon à ce que personne ne vous la pique. Évidemment, si vous voulez la protéger dans le monde, ça va vous coûter un bras et vous n'allez peut-être pas le faire parce que vous n'avez pas l'argent suffisant. Pour Danone, ce n'est pas un souci de changer de nom. Alors, dites-moi, et pour ceux qui le peuvent éventuellement, vous pouvez me dire, quelle est la fonction d'une marque? À quoi ça sert une marque? C'est notre image, c'est l'image de notre entreprise. Donc, ça va refléter l'image de l'entreprise, ça je suis d'accord. Ça va permettre de nous faire connaître aussi, d'élargir. Attendez, hop, on va marquer. Vous m'aviez dit quoi? Faire reconnaître. Oui, j'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit. Faire reconnaître l'entreprise, c'est ça? Oui, en clair, faire connaître l'entreprise en France, en Europe, dans le monde, selon nos produits. Ok, allez, ça me paraît bien. Alors, c'est pas à quoi j'aurais pensé en premier, mais allez-y. Dites-moi d'autres choses encore. Vous m'avez dit quoi? C'est l'image de la marque. C'est ce dont on se rappelle. C'est l'image de l'entreprise. C'est représentatif, c'est ça? Oui, voilà. Les consommateurs parleront de la marque. C'est l'image de l'entreprise ou l'image du produit? L'image de l'entreprise. Ouais, mais... Moi, j'aurais dit du produit. L'entreprise et le produit. Alors, on va le rajouter aussi. Effectivement, ça doit
identifié. Alors, c'est une identité. Je regarde en même temps ce que vous me dites, ce que vous m'écrivez. Allez, on va marquer que ça représente le produit. Bah, après, les produits, ils peuvent être larges, donc c'est pas forcément un produit. Parce que comme vous avez dit, Pépé Jean, c'est pas juste un jean. Ils avaient plusieurs Alors, en général, quand ces marques euh, s'appellent à autre chose, c'est qu'elles ont réussi déjà dans un premier domaine. Vous voyez, elles se sont fait connaître grâce à un produit phare. Et souvent, il y a une corrélation entre le nom et le produit. D'accord. Et une fois qu'elles vont utiliser cette notoriété, je vais vous parler Dyson. Vous voyez ce que c'est que les Dyson? Non. Vous voyez pas ce que c'est qu'un Dyson? Oui, avec les aspirateurs, mais sauf que maintenant, ils font plein d'autres Ah, choses. oui, oui. Vous voyez les aspirateurs, voilà. C'est le produit très haut de gamme, super performant pour les aspirateurs. Quand vous dites Dyson, vous pensez aspirateur obligatoirement. Ils font leurs preuves dans les aspirateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors évidemment c'est du haut de gamme, vous achetez un aspirateur Dyson, il y en a pour 700 euros, mais le truc, il vous aspire même le carrelage, quoi. Il décolle le carrelage tellement il est puissant, tellement il est performant. Ils se sont fait connaître sur ce segment, d'accord, sur ce produit, et aujourd'hui, grâce à leur notoriété, boum, ils vont décliner ou mettre leur nom sur d'autres types de produits. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'il faisait des purificateurs, ils font des sèche-cheveux, d'accord, ils font voilà, d'autres produits, mais d'abord, on les a connus d'abord grâce aux aspirateurs. Parce qu'aujourd'hui, vous interrogez 30 000 Français dans la rue, vous leur dites Dyson, c'est quoi? Des aspirateurs, d'abord et avant toute chose. Alors, vous m'avez dit plein de choses là, je vais reprendre. Mais donc, ça ne représente pas le produit alors? Parce que par exemple, Dyson, forcément, on va penser à ça. Et puis Dyson, ils font d'autres produits. Alors non, ici, par exemple, le terme Dyson, alors même si ce n'est pas français, peut-être qu'il a une signification dans d'autres produits, dans d'autres comment dire, dans d'autres langues, voilà. Là, entre Dyson et le produit, il n'y a pas de corrélation. Dyson, ça n'a rien. Si j'avais appelé mon produit Aspiro Plus, ou voilà, on ne voit pas de liaison entre la marque et le type de produit. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'on n'a pas forcément dans tous les cas. Mais quand vous appelez un produit bio, on est d'accord qu'il y a une relation entre le produit que vous vendez, les qualités du produit que vous vendez et le nom de la marque que vous avez choisi. Alors ici, ils ont changé, d'accord. Mais quand on parle bio, et que si je jette un produit qui s'appelle bio et que c'est un yaourt, je m'attends, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont dû changer de nom, il y a une perception du produit qui est différente que s'il s'appelait, je ne sais pas moi, enfin, s'il portait un autre nom. Le nom, la marque, a aussi pour fonction, c'est pas le cas dans tous les, c'est pas le cas dans tous les cas, hein, on peut le dire comme ça, mais finalement, il va représenter le produit, il va donner une image du produit. Alors, il doit être flatteur. Oui. Alors, parce que comme vous avez mis plein de choses, hein, que j'ai pas eu le temps de les écrire et que personne ne veut écrire sur mon. Exactement, je vois quelqu'un qui me parle de Biocop. C'est un très bon exemple. Biocop, c'est pas n'importe quel supermarché. On est d'accord que c'est un supermarché dans lequel vous vous attendez à prendre quel type de produits? Des produits bio. Et le nom de la marque Biocop a été choisi pour représenter le produit. Et là, on voit une corrélation parfaite. Alors, il y a deux noms là-dedans. On pourrait en parler. Il y a deux noms. Il y a la partie bio et la partie COP. La partie COP, elle vous fait penser à quoi? Petite entreprise, un petit truc. Coopérative, un petit business. Coopérative, coopérateur. On est dans une conception aussi. Quelqu'un a dit anti-business. Exactement. On est dans cette conception-là. Aujourd'hui, les grandes surfaces, c'est quoi? C'est Auchan, c'est Carrefour. Elles sont taxées souvent de faire du business, de vendre, voilà, de faire du bénéfice. Un coopérateur, c'est pas la même chose dans l'image que l'on en a. C'est le mec qui vient vendre sa production, ben voilà, qui veut bien en vivre,
il a moins le souci de la rentabilité qu'un Édouard Leclerc ou que le patron de chez Carrefour. Voilà. Donc ici, on a associé, un, les produits bio, et deux, la partie un peu anti-consommation de masse, un peu locale, vous voyez, un peu les images que l'on a voulu faire ressortir. Et c'est exactement en corrélation avec le type de magasin que le Biocoop produit. Alors, voilà, je vois que vous commencez à écrire, se distinguer des autres, ouais, ok, être unique, pourquoi pas, d'accord, segmenter le marché, un type de client. On parle bien de la marque, hein, d'accord. Donc c'est l'image de l'entreprise, mais on avait dit aussi c'est l'image du produit. Donc, hop, l'image du produit. Alors, image du produit bien définie, voilà, d'accord, ok. Françoise, elle y va à fond. Alors, c'est pas marqué dans cette question, mais une marque, ça doit avoir quoi comme caractéristique? Un slogan? Un logo aussi. Il a sa Alors, marque et son slogan. Une couleur. d'accord, ok. Mais donc ça, ce sont des choses qui la distinguent bien, bien des autres. Là, vous me dites ce que ça peut être. Quand vous me dites ça peut être un sigle, d'accord? Mais c'est quoi l'important pour une marque? Quels sont comment vous allez choisir le nom que vous voulez donner à votre produit? Parce qu'il représente, d'accord, ça marche. Quoi d'autre encore? Faut que les gens puissent se rappeler Voilà, ça du c'est pas nom. mal. Il doit être accrocheur, effectivement. Il faut que accrocheur, donc il doit peut-être être aussi facile à prononcer, qu'il soit pas trop long. Bon, voilà. Déjà, par exemple, Activia, on a 3 syllabes, mais vous trouverez rarement des marques qui ont plus de 3 syllabes. Il faut qu'il soit évocateur, donc qu'il se rapproche de l'image du produit. Ok, 2 syllabes en général, c'est bien ce que vous me dites, effectivement. Facile à dire. Universel aussi, non? Comment? Universel, pour que ce soit à une portée plus mondiale si on segmente un marché plus lointain que d'un point de vue national. Exactement. Si vous donnez un nom ou une marque qui n'a qu'une signification en français, vous allez avoir du mal à retrouver les mêmes intérêts de la marque si vous commercialisez ça en Italie ou en Espagne ou en Angleterre ou en Amérique du Sud ou en Australie. Ou même, de temps en temps, ce mot peut être confondu avec un autre mot dans la langue. Je reviens sur la partie, il faut qu'il soit facile à prononcer, mais on peut jouer aussi de cette difficulté à prononcer. Trouvez-moi 2 marques, justement, qui jouent sur la difficulté à prononcer le nom de la marque. Moi, j'aurais dit Huawei. Sostren. Moi, Swarovski. Sostren. Granny. Granny quelque chose. Ouais, j'y pensais, je C'est ne les trop connais galère. pas. Donc... Soch, Il y a voilà, Swarovski là. Soch, Les bijoux. Soch, on voit des pubs à la télé où justement ils se trompent dans la prononciation et ils jouent sur ça. Ils jouent sur la difficulté. Alors vous voyez que des fois un inconvénient peut être transformé en avantage publicitaire. Je pensais à ça, je pensais aussi au bonbon des Suisses là. Ricola. Pas... Non, c'est pas. C'est pas Ricola. Schwarzkopf. Schwarzkopf. Un peu, vu que c'est un peu allemand. Je sais plus, j'arrive plus. C'est pas. Non, c'est pas Stimorol. Ou ça doit être. C'est peut-être norvégien ou tout comme ça. Enfin bon, voilà. Peu importe. Mais vous voyez que de certaines difficultés, on peut les transformer en avantages. Et que l'exemple type, c'est Soch, hein, d'accord, qui permet ici de se dire merde, c'est difficile à dire, mais on va quand même jouer justement sur ça, de façon à ce que ça nous démarque des autres. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense à Soch, on pense justement à cette difficulté. Alors, prenons Werther's Original. À quoi ça vous fait penser Werther's Original? Quel est le mot
qui, voilà, je pense que c'est la notion d'original dedans qui nous dit, voilà, on a un produit, c'est le bonbon tout simple, hein, au caramel, avec une recette relativement ancienne. Et Bah, justement, c'est traditionnel. comment? Ça me fait penser à une recette traditionnelle, Voilà, exactement. Voilà, authentique de l'époque. voilà, exactement. Alors, pour une bonbon, c'est pas chaud là. J'arrive pas à dire ce que vous avez marqué, Lorraine. Choupa choup, ouais, voilà. Bon, là, sur choupa choup, on joue avec une prononciation qui est assez marrante pour les enfants. D'accord. Quel est les enjeux pour une marque de devoir changer de nom? Quelle est la problématique pour une marque de devoir changer de nom? De perdre ses anciens clients, Pourquoi elle les ses anciens perdrait? consommateurs qui soient. Bah, s'ils savent pas si c'est les mêmes produits ou pas, s'ils n'ont pas suivi l'évolution du coup de la marque en fait. Voilà, donc c'est de perdre ses consommations à cause de la perte de repères. Le client, Ouais. je dis aussi ce que vous m'écrivez que je trouve assez pertinent, ne vous inquiétez pas, parce que là, vous participez à fond et c'est super, mais je n'ai pas le temps de vous suivre. Donc effectivement, le client se repère par rapport à un nom. Si le nom change, il perd son repère et alors même si il va se réhabituer au nouveau nom, hein, d'accord? Il va se réhabituer au nouveau nom. On risque effectivement d'avoir une perte de clientèle. Quels sont les autres enjeux que représente le changement? Il y a aussi au niveau financier. Bien sûr, alors, tout le paquet, tous les noms, imaginez tout ça. Alors, bien sûr, on leur laisse du temps hein, pour changer tout ça. Il y a aussi Mais une perte de confiance. effectivement, Il y je a suis des d'accord clients. sur la perte de confiance. Allez plus loin sur la perte de confiance. Ça veut dire quoi? Bah, c'est par exemple, moi je me souviens quand je travaillais bah, justement chez Orange, et bah, il y avait des clients qui étaient chez France Télécom et généralement c'était l'ancienne génération et du coup qui comprenaient pas du tout pourquoi ça avait changé, qu'ils étaient habitués avec France Télécom et pourtant il n'y avait pas grand-chose qui avait changé et du coup pour eux ça avait tout changé et ils préféraient résilier leur contrat. Voilà, exactement. Très bon témoignage. Ici, on a quelque chose qui était ancestral. France Télécom, c'est ici des PTT. Hein, vous imaginez, ça date d'un certain nombre qui a été un opérateur historique à partir du moment où ils ont changé de nom. Ben, les gens, pour eux, c'était plus France Télécom. Et effectivement, il y a eu cette perte de confiance. Moi, je pense aussi par rapport à Danone et Bio, c'est qu'on a dit, voilà, aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'utiliser le produit bio parce que c'est réservé aux produits qui sont issus de l'agriculture biologique. Ça veut dire qu'avant, vos yaourts, ils ne sont pas issus de l'agriculture biologique. Donc, quelque part, on s'aperçoit après que finalement, on était un peu tombé dans le panneau. Et je pense que pour Danone, spécifiquement pour ça, hein, pour le fait de ne plus pouvoir mettre bio, le consommateur, il se dit quoi? Ben, finalement, avant, ce que j'ai acheté, c'est moi qui pensais acheter du bio. C'était le but. Hein, un peu de mettre de, voilà, de provoquer une confusion dans l'esprit du consommateur. Le consommateur s'aperçoit qu'on l'a pris pour un con. Et moi, je me dis, bah merde, alors j'ai acheté des yaourts qui s'appelaient bio en pensant évidemment que c'était bon pour moi, que c'était un produit bio, donc, mais je m'aperçois qu'ils ont été obligés de changer de nom parce qu'ils ne sont pas bio. Donc, ça me pose un souci. Perte de confiance, perte de la notoriété de Danone, etc., etc. Donc, on a dit perte de repères, perte de confiance. Finalement, on s'aperçoit que le produit, ce n'est pas un produit bio. Coût financier. Quelqu'un m'a parlé des contrats de distribution qu'il a fallu recommencer, etc. Effectivement. Ah oui, OJD, j'ai du mal, mais je viens de comprendre que c'est comme aujourd'hui. D'accord. Alors oui, donc fin des années 90, on n'avait pas encore cette émergence du bien-être alimentaire et surtout, on avait peut-être un peu moins. C'est pas qu'elle ne voulait rien dire, c'est qu'elle n'avait certainement pas l'impact d'aujourd'hui. D'accord.
aujourd'hui, le bio, je ne dirais pas que c'est l'avenir. Ça dépendra des politiques. Mais aujourd'hui, le bio, c'est un vrai créneau, un vrai segment dans lequel on peut s'engouffrer. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas déjà beaucoup d'acteurs sur le marché? Est-ce qu'on arrive, quand vous achetez quelque chose de bio, jamais il vous met à l'idée de dire, mais est-ce qu'il est vraiment bio? Ah, si. Voilà, il faut que le bio, il faut qu'on puisse avoir confiance dans le bio. D'accord? Et pour ça, qu'est-ce qui permet d'avoir confiance dans un produit? Les contrôles qualité. La publicité? Exactement. La réglementation, les labels, les contrôles qualité, etc. Mais j'ai une question. Oui. Mais le bio, c'est déjà un contrôle, c'est déjà quelque chose. Donc, vu que c'est bio, c'est-à-dire que ça a été contrôlé. S'il y a l'appellation AB, donc en soi. Donc, c'est bien le contrôle et le label qui permet d'attester de la qualité du produit. Oui, mais vous avez dit, si on va acheter un truc bio, est-ce qu'on se pose la question? Mais justement, même si on voit bio, on va. Enfin, moi, quand je vois bio, je me demande quand même, est-ce que c'est bien bio? Enfin, déjà, le pays, il faut regarder aussi le pays, la provenance, parce que tous les pays n'ont pas la même réglementation. Et au final, bio, c'est déjà un critère, c'est déjà un contrôle. Et pourtant, parfois, on se pose quand même la question, est-ce que c'est vraiment bio? Non? Bah ouais, on se pose la question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis un agriculteur, d'accord? Je décide de faire de la production, de descendre, de ne plus être dans la production intensive. Je décide de cultiver des carottes que je vais appeler bio. Donc, je ne vais pas utiliser de pesticides, je ne vais pas utiliser d'engrais, je ne vais pas utiliser d'antibiotiques pour éviter les maladies de mes carottes, enfin tout ce que vous voulez. Je ne suis pas agriculteur, mais je vais me conforter au cahier des charges. Qui fait ce cahier des charges? Qui dit que bio, c'est bio? Qui dit que... Pour vous, c'est quoi bio? Bah, c'est les politiques qui mettent Donc, c'est bien une réglementation. À la base, il y a toujours une réglementation. Par contre, là où vous avez raison, c'est que, alors, d'un point de vue européen, la réglementation est harmonisée. C'est le géant vert. Pas mal, j'aime bien celle-là, Guillaume. Elle est pas mal. Mais qui dit que, je ne sais pas, moi je prends un pays comme un pays d'Amérique du Sud, le Brésil qui produit des bananes, est-ce qu'elles sont bio ces bananes? Est-ce que la réglementation brésilienne est la même que la réglementation européenne? Bah non. Bah, voilà, donc qu'est-ce qu'il faudrait? Acheter français, voire même les locaux producteurs du coin, ça c'est bien ça. Quelqu'un me dit réglementation mondiale, je pensais à ça. Voilà. Mais votre idée, elle est pas mal aussi. Asna. Asna, je crois que c'était un nom, c'est Asna. Votre idée, elle est pas mal, c'est-à-dire qu'il faudrait des contrôles qualité aussi à l'entrée des produits. Mais imaginons que vous allez sur un marché, vous vous baladez, vous êtes Paris-Lyon, vous? Comme, ouais, Paris-Lyon. Oui. À Lyon, il y a bien un petit marché, il y a bien un marché à Lyon. Un marché. Alors nous, je sais que par exemple ici à Lille, il y a le marché de l'Oisem. Voilà. À Lyon, il y a un marché, et puis le mec, il met ses carottes et voilà, des légumes, et puis il vous marque produit bio. Qu'est-ce qui vous dit que c'est possible? Qu'est-ce qui vous dit que ces produits sont vraiment bio? Ah, vous allez répondre, désolé. Non, allez-y, je préfère que ce soit vous. Hein. J'ai cru que vous nous posiez la question. Bah après, il y a un cahier des charges où dedans il est inscrit des critères à respecter. Alors, je suis d'accord, puisqu'on en a déjà parlé. En plus du cahier des charges, il faut le contrôle a posteriori, c'est-à-dire il faut dire voilà, d'accord monsieur, pour faire du bio, il faut que vous fassiez ça. Et ensuite, tous les ans, tous les 6 mois, tous les mois, on viendra contrôler si vous faites du bio. On viendra contrôler, pardon, si vous respectez bien tous les éléments du cahier des charges, c'est-à-dire ne pas employer de pesticides, etc. Il n'y a que ça. Et comment ça peut avoir un impact tout ça auprès des consommateurs? Qu'est-ce qui permet de rassurer le consommateur? Mis à part le label, etc. Mais moi, le label AB, ok, mais je ne sais pas, moi, ce qu'ils font comme contrôle, quels sont les cahiers des charges. Qu'est-ce qui va permettre de rassurer le consommateur?
Pardon, vas-y. Vanny. Non, vas-y. Vas-y. C'est peut-être le fait que déjà ce soit sur un marché, le fait qu'ils voient en fait les produits comme ça au naturel, au frais, et bah, peut-être qu'ils se disent que c'est fait à côté ou que c'est fait, enfin, un truc comme ça, non? Ok, d'accord. La vision du produit. Encore. Allez-y, continuez. C'est une bonne réponse, hein. D'accord. Voir le produit, pouvoir éventuellement Non, connaître sa traçabilité. Ce moi, produit, j'aurais dit, il a été fabriqué là-bas, il a été transporté comme ça et comme ça, comme ça. Allez-y, continuez. du coup, moi, j'aurais dit aussi le fait que le mot, il est réglementé. Du coup, il y a des lois qui sont mises en place si, par exemple, l'entreprise, elle respecte pas ses engagements. Et du coup, en gros, les consommateurs, ils peuvent se retourner contre la marque. Et voilà. D'accord. D'accord. Alors oui, quelqu'un a proposé l'aspect du produit. Ce que vous disiez qu'il y ait une procédure, d'accord? Une procédure avec des garanties, avec donc un cahier des charges, des contrôles, des possibilités de recours contre éventuellement les producteurs qui n'auraient pas respecté les règles, mais aussi des associations de consommateurs qui peuvent intervenir. Je pensais, moi, à la communication. Communiquer sur le fait que son produit soit bio. Et c'est ça, un petit peu pour attaquer sur la troisième question ici que l'on vous demandait, c'était d'indiquer les actions commerciales qui peuvent accompagner le non, qui peuvent accompagner ce changement. Ou plus globalement, comment je fais connaître les qualités de mon produit. Ici, on parlait du bio. Comment je peux faire? Alors, faire de la pub, c'est beau, mais si je dis, regardez, mon produit, il est bio, ça ne va pas m'avancer à grand-chose. D'accord? Il y a des formes de publicité qui vont permettre, dans la façon de présenter le produit, qui vont rassurer le consommateur. Quand vous allez, et je rejoins ce que vous dites, Françoise, faire des tests, quand vous dites, voilà, nos producteurs sont testés tous les, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tous les mois, de façon aléatoire, quand vous dites, nos carottes sont ni trop grosses, ni trop grandes, machin, 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 quand vous vantez les qualités de vos produits et qu'en plus vous mettez des argumentations techniques que les gens vont peut-être pas comprendre. D'accord? Vous allez leur dire il n'y a pas tel pesticide, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Vous montrez que quelque part, techniquement, vous maîtrisez les choses et que techniquement, vous mettez tout en place de façon à assurer d'avoir une production bio et ensuite de contrôler que cette production répond bien au cahier des charges qui a été mis. Donc effectivement, la communication via la publicité ou toute autre forme de communication, vous pouvez avoir la communication sur le packaging, d'accord? Le fait de mettre votre label, mais le fait aussi d'y intégrer éventuellement la composition du produit, bien expliquer que tel produit a subi autant de tests, etc., va rassurer le consommateur, va le réconforter une fois qu'il l'aura lu une fois. Il y aura un lien de confiance qui va se lier entre la marque ou le producteur et le consommateur. Je vous écoute, Clément. Oui, moi je pensais aussi, par exemple, pour les producteurs locaux, les portes ouvertes, par exemple, sur le marché, des fois ils indiquent ou simplement en discutant, ils précisent que si on veut venir voir leur manière de travailler, on peut se rendre sur place. Et ça, je trouve que c'est un argument pour donner confiance aux consommateurs vraiment très, très efficace. Exactement, oui, 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 bien sûr. C'est aussi efficace que de faire une grande pub. Hein, d'accord? Alors, bien sûr, ça demande d'autres moyens, etc. Et c'est peut-être pas réalisable à une échelle beaucoup plus importante. Mais effectivement, faire rentrer le consommateur dans l'unité de production. Alors, on fabrique un produit complètement automatisé, industriel, mais qui respecte aussi certaines règles. C'est tout à fait possible. Ou soit on est sur quelque chose de purement local, artisanal, etc. Et on monte tout le process de fabrication. Ça va rassurer le consommateur. Je reviens sur le rôle des associations. Est-ce que vous connaissez l'association j'ai oublié leur nom. L214. L214? Oui, ceux qui font les vidéos dans les élevages. Voilà, exactement. Voilà, L214. Je trouve que ce type d'association a vraiment un rôle à jouer. D'abord pour dénoncer les gens qui fraudent et les gens qui... alors là, c'est dans le monde animal, hein, évidemment.
sans pour cela être antispéciste ou autre, hein, mais là qui dénonce des élevages intensifs, des élevages qui ne sont pas dans le respect de l'animal, mais au-delà même de tout ce que l'on pourrait penser. J'ai vu un ou deux reportages, il faut avoir le cœur bien accroché. D'accord. Voilà, le rôle de ces associations-là est relativement important pour faire la chasse et pour aussi, à un moment donné, alors eux, ils font la chasse, mais il devrait aussi y avoir des associations qui révèlent les bons élèves de la classe. Allez-y, Clément. Non, excusez-moi, j'avais oublié de... Vous avez oublié, d'accord. Bon, de toute façon, il va commencer à se faire tard et à force de parler de bio et de manger, je commence moi aussi à avoir faim. Donc voilà, ouais, vous voyez, ce sont des petits chapitres qui sont plus autour de la discussion et d'idées qu'on peut partager. Le prochain chapitre, il sera un petit peu plus technique, puisqu'on va aborder les problématiques. Ça fait du bien, ça change, oui, je comprends. Oui, oui, je me doute bien. Malheureusement, hein, comme toute bonne chose, mais on aura l'occasion de discuter de choses. Et le prochain chapitre que l'on verra, je ne sais pas si c'est demain ou après. Je ne vais pas trop vous résumer, on n'a pas pris le temps de tout noter, toutes nos petites idées, mais vous les avez dans la vidéo. Voilà, je suis désolé, je ne peux pas vous résumer, je ne peux pas faire prendre le cours à votre place. D'accord. C'est quoi, monsieur? Oui. Le prochain chapitre, c'est quoi, du coup, monsieur? Ça sera sur la politique des prix. Vous l'aurez dès demain, j'espère. J'espère que pour mon aide campus, j'ai envoyé un mail aujourd'hui et j'espère qu'il va être remis en route rapidement, que je puisse simplement vous remettre le chapitre, vous donner, parce que ça m'embête de les réécrire dans le sens où ils ont déjà été écrits. J'espère que ça sera sur la politique de prix. J'ai vu des questions passer, est-ce qu'on reste en distanciel, etc. Mais nous, de toute façon, nous, on n'est pas sujet aux modifications, puisque nous, le cours est en distanciel toute l'année. Hein. Il ne reviendra pas en présentiel si jamais il y a des modifications. Nous, il est prévu ce cours toute l'année en distanciel. Voilà, bon allez, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Au revoir, à la prochaine.